Voilà, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de décomposition de force dans des situations physiques particulières. On a déjà parlé de décomposition des forces, si vous vous en souvenez, dans cet exercice qu'on a fait la semaine dernière, où on avait une force et on vous demandait de trouver deux forces dont la somme donne cette force-là. Okay. Alors, comment est-ce qu'on faisait ça? Eh bien, une manière simple de faire, c'était de dire, ok, je peux trouver une force horizontale et une force verticale, qui sont donc simplement des projections, dont la somme me donne cette force bleue. Ces forces-là, je peux les appeler F1 et F2, ou Fx et Fy. Et puis, si cette force-là, je l'appelle force résultante, eh bien, cette force résultante, elle est égale à la somme vectorielle de F1 et de F2. Okay. Mais quand on a fait cet exercice, je vous avais dit aussi qu'en fait, il y avait une infinité de possibilités, parce que je ne suis pas obligé de projeter sur une direction horizontale et une direction verticale, mais je peux projeter selon n'importe quelle direction. Par exemple, je trace totalement au hasard deux directions ici. C'est totalement au hasard. Ok. Et quelle est la décomposition en deux forces de cette force bleue que j'appelle FR? Eh bien, il s'agit ici de tracer le parallélogramme dont FR est une des diagonales, et la diagonale, enfin la diagonale, non, une des diagonales, c'était juste, et je fais ma projection comme ça, et je trouve maintenant deux forces, une ici, et puis une ici. Ok. Alors, F1, F2, et de nouveau, la force résultante est la somme vectorielle de F1 et F2, mais F1 et F2 sont maintenant dans les directions que j'ai spécifiées. Vous voyez que la décomposition n'est pas la même. Et étant donné que vous avez le droit de tracer les directions que vous voulez, vous avez en fait une infinité de solutions. Si vous voulez poser une question, vous interrompez à n'importe quel moment et puis vous me demandez. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette liberté qu'on a du choix des axes, des directions pour décomposer une force, pour l'application à un système physique. Et le système physique qu'on va beaucoup considérer aujourd'hui, c'est le plan incliné, parce que le plan incliné est quelque chose de historiquement très intéressant, et puis aussi dans notre vie de tous les jours, c'est un cas intéressant. Donc on va mettre une masse sur un plan incliné, et puis on va décomposer la force, la seule force qu'on connaît initialement, qui est la force de pesanteur. On va la décomposer selon les directions du mouvement. Alors le mouvement, il se fait le long du plan incliné, donc on est intéressé par une décomposition dans cette direction-là. Et l'autre direction qu'on va prendre, c'est la direction perpendiculaire au plan incliné. Parce que dans la direction perpendiculaire, c'est là qu'on a les forces de soutien, etc. etc. D'accord? Ça va? Allez, répondez un petit peu là, parce que moi... j'ai pas bien compris en fait, comment vous savez la force de pesanteur? C'est vous qui l'avez faite ou non, vous avez... Ah, ici c'est juste un exemple que j'ai donné comme ça. J'ai pas d'informations sur la masse, donc j'ai juste tracé un vecteur d'une longueur au bol. Ok. Mais après, on fera un exercice où on aura la masse qui est posée ici, donc on pourra calculer la force de pesanteur et dessiner cette force de pesanteur avec une certaine échelle, etc. Mais c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hein. On va commencer par cet exercice qui est à la, enfin cette présentation qui est à la page 24. Et là, on fait justement le cas du plan incliné. Monsieur? Oui. Est-ce que c'est le même truc que vous avez mis sur YouTube? Ah, ce sera le même cours, Ouais. oui. Ah, ok. Ah. Mais du coup... Alors,
Vous avez déjà tous regardé le cours sur YouTube ou quoi? Pas tout, mais j'ai regardé un peu, genre les trois quarts. Moi, Ouais. je suis à 45 minutes de cours, en fait. Ouais. Moi, j'ai plus regardé, oui. Bon, ben disons, comme vous êtes niveau 2, en principe, je suis censé donner un peu plus de détails, et puis peut-être que ce sera un cours qui ira un poil plus loin, avec des compléments que les 2 autres cours que vous avez vus qui sont en ligne, qui sont pour des classes niveau 1. Ok, après, comme vous voulez. Moi, je vous conseille plutôt de suivre le cours maintenant en live. Ok? Bon, alors, on a donc ce plan incliné. On n'a pas d'informations sur la masse dans cet exemple-là. Ce qu'on veut travailler simplement, c'est le principe de décomposition d'une force en 2 forces. Ok? Et on va faire cette décomposition pour la force de pesanteur. Ce qu'on vous demande, c'est de tracer la force de pesanteur et ensuite de tracer l'opposé de la force de pesanteur et de décomposer cette force opposée à la force de pesanteur en une force de frottement et une force de soutien. Alors, on va suivre les indications qui sont données là, et puis on va faire cet exercice. Okay? Le premier truc à faire, c'est de tracer un point au milieu de la masse. Pourquoi c'est important? Parce que du point de vue du formalisme, on doit tracer des vecteurs. Ces vecteurs, ils doivent commencer tous en un point, au même point, qui va être le point d'application. Donc on trace ce point, et puis je vous propose qu'on trace un vecteur force de pesanteur d'une certaine longueur. On va se mettre d'accord pour tracer peut-être tous un vecteur de 3 cm de long. Ok, c'est au bol, j'ai aucune indication sur la masse, mais enfin, je peux tracer un vecteur force de pesanteur qui est dirigé vers le bas, j'ai le droit de faire ça. Ok. Et puis après, on vous dit dans l'exercice, tracer le vecteur moins fp. Alors, moins fp, moins fp, vous savez que c'est l'opposé du vecteur fp. Donc, moins fp, ça va être un vecteur qui va pointer vers le haut et qui sera de la même longueur que fp. Par définition, c'est l'opposé d'un vecteur. Ensuite, on vous dit de décomposer cette force en une force de frottement et une force de soutien. Bon, on a dit que pour décomposer, on avait le droit de choisir les directions dans lesquelles on voulait décomposer. Et ici, le choix est évident. Une direction qui nous intéresse, c'est la direction dans laquelle se produit le mouvement. Parce que si vous lâchez cette masse et qu'elle glisse, eh bien, elle va bouger dans cette direction, elle va bouger le long du plan. Donc ça, c'est une direction de l'espace qui nous intéresse et on aimerait savoir, dans cette direction du mouvement, quelles sont les forces qui s'expriment. Et les forces qui s'expriment dans cette direction-là vont être responsables de l'accélération, etc., de la masse. Et puis, il y a une autre direction qui nous intéresse, qui est la direction perpendiculaire au plan. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Parce que la direction perpendiculaire au plan, c'est la direction dans laquelle on a les forces de soutien et les forces d'appui de la masse sur le plan. Ok, alors on va décomposer cette force moins Fp en 2 forces le long de ces 2 directions, puis après on les identifiera, on verra quelles sont ces forces. Ok, alors je fais cette décomposition. Donc je vais tracer une parallèle à cette direction-là. Ok. Et puis je vais tracer une parallèle à la direction du plan. Donc je vais construire mon parallélogramme autour de la force moins Fp. Et là je trouve 2 forces. 2 forces que je dessine ici en vert. Ok. Alors, la force de soutien, c'est laquelle? Eh bien, la force de soutien, c'est évidemment celle-ci. Okay, c'est la force qui s'exerce perpendiculairement au plan sur la masse, et ça, c'est la force qui retient la masse sur le plan. Et puis la force de frottement, laquelle ça pourrait être? Eh bien, la force de frottement, c'est celle-là. Pourquoi est-ce que là, on a une force de frottement? Comment est-ce que vous voyez qu'il y a une force de frottement? Ça, c'est un point relativement délicat. Vous le voyez parce qu'on vous dit que l'objet est immobile.
et ça c'est très important, l'objet il est immobile, ça veut dire, on en a déjà parlé avant, ça veut dire que la somme des forces doit être égale à 0. Okay. Ça c'est un réflexe que vous devez avoir, la somme des forces, elle doit être égale à 0 pour un objet immobile, on verra plus tard que c'est même plus général que ça. La somme des forces doit être égale à 0 pour un objet qui se déplace à vitesse constante. Okay. Il n'y a que en cas d'accélération que vous avez besoin d'une force résultante non nulle. Ça, on verra plus tard, c'est la discussion des lois de Newton. Okay. Donc, on a une direction du mouvement. J'ai oublié... Monsieur, j'ai une question. Vous avez mis... c'est une force F3 ou une force FG? Ici, c'est une force FS. FS pour soutien. Soutien. Ah, ok, ouais. Ok, ça, c'est la force de soutien. Et ça, c'est la force de frottement. Ok. Et on est toujours dans la discussion pour savoir pourquoi est-ce que j'interprète ça comme une force de frottement. C'est pas tout à fait évident. Hein. Alors, on vous dit que l'objet est immobile. Okay. Pourtant, vous savez qu'il y a une force qui agit vers le bas. Parce qu'on peut décomposer non seulement moins FP, mais on peut décomposer FP aussi. Ok, alors décomposons FP. Qu'est-ce que ça donne, la décomposition de FP? Je trace une parallèle à la direction du plan, je trace une perpendiculaire à la direction du plan, et j'obtiens deux forces, une qui est ici et une qui est là. Ok. Et ces deux forces, comment je les appelle? Eh bien, il y a une manière standard de les appeler, qui est d'appeler celle-ci force parallèle, et puis d'appeler celle-ci force perpendiculaire. Okay. La force parallèle, elle est parallèle au mouvement. La force perpendiculaire, elle est perpendiculaire au mouvement. Donc la force de pesanteur se décompose en deux forces, force parallèle, force perpendiculaire. Mais comme on veut que la somme des forces soit nulle, on a besoin d'une force qui s'oppose à la force parallèle et qui empêche le mouvement. Parce que si avec que la force parallèle, eh bien ce bloc, il glisserait le long du plan. Or, il ne glisse pas, on vous dit qu'il est immobile, ça veut dire qu'il y a une force qui le retient. Alors, s'il y avait une corde attachée ici, qui retient la masse, eh bien, on dirait que c'est une force de tension. Mais il n'y a pas de corde, et donc si l'objet ne glisse pas, c'est que très certainement, il y a des frottements. C'est pour ça que cette force-là, on l'appelle la force de frottement. Okay. Et donc, sur ce système, vous avez maintenant un équilibre des forces, et cet équilibre des forces, comment est-ce qu'il s'exprime? Eh bien, équilibre des forces. L'équilibre des forces, ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. Okay. Et comment est-ce que s'exprime cette équation-là dans ce cas spécifique? Quelles sont les quatre forces qui concourent? Alors les quatre forces qui concourent, eh bien ce sont plus FP et moins FP, parce qu'FP et moins FP, on les a décomposées, mais ce sont les quatre forces en vert. Et si on fait la somme de ces quatre forces, force perpendiculaire plus force parallèle, plus force de frottement, plus force de soutien, eh bien la somme de ces quatre forces doit être nulle. Ce que vous voyez bien dans ce dessin, vous voyez bien que la force perpendiculaire est l'opposé de la force de soutien et que la force de frottement est l'opposé de la force parallèle. Donc toutes ces forces se compensent et leur somme vectorielle donne 0. Ok? Ça marche? Allez, répondez un petit peu là. Oui, ça marche. Ça marche. Ça marche. J'ai besoin d'un peu de feedback là. Hein, je vous dis, si vous pouvez laisser vos micros ouverts, s'il n'y a pas trop de bruit chez vous, faites-le. Voilà, alors maintenant je vous propose de faire l'exercice suivant. En fait, c'est exactement la même chose, mais ça vous permet de vous exercer de le faire, avec la précision supplémentaire que ici, on vous donne une échelle, et puis on vous donne la masse du corps. Donc là, vous pouvez commencer par calculer la force de pesanteur, et puis tracer le vecteur force de pesanteur
en fonction de votre échelle. Et puis votre masse, eh bien, placez-la où vous voulez, là au milieu du plan, histoire d'avoir la place de faire vos dessins. Voilà. Je vous laisse un petit moment, je reste en ligne et vous essayez de faire l'exercice. Ok, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de problème. Ok. Vous êtes toujours là? S'il vous plaît, il y a une ou deux personnes qui peuvent ouvrir leur micro. Comme ça, sans bruit, je me demande si vous êtes toujours connecté ou pas. J'aimerais bien avoir un petit retour. Hein? Oui, Ouais. Voilà, merci. mais c'est clair, monsieur. Même sur la vidéo, c'est assez clair. Ok. On va suivre. Ouais, bon, ok. Mais j'aimerais savoir, là, si vous êtes en train de faire l'exercice, enfin, je veux dire, c'est pas très marrant dans l'interactif de rien entendre, quoi. C'est juste ça. Et puis vous me direz quand vous avez fini pour qu'on fasse la correction. Mais on fait tous les exercices ou juste le premier? J'ai une question, on doit placer la force n'importe où? Genre on s'en fout de l'emplacement? Bah, une fois que tu as placé ta masse, ça te dit où tu dois tracer ta force. Oui, Mais la masse, on peut la placer n'importe où sur... tu peux la placer n'importe où, ça change rien. Où que tu sois sur le plan incliné, l'angle d'inclinaison est le même. Pour la force de pesanteur, la flèche, enfin le vecteur qui est en bas, on peut juste mettre FP avec une flèche, non? Oui. Ok. Oui, tu traces le vecteur et puis à côté du vecteur, tu écris son nom, tu écris la légende et le nom c'est FP avec la flèche parce que c'est un vecteur. Vous me dites quand je peux y aller. Hein. C'est bon? Non, ouais. un petit peu. Je vais essayer de faire une chose. Vous voyez une différence? Bouf. J'ai augmenté la définition de la caméra, mais ça fait pas tellement de différence. Allez, on y va. On va pas y passer la journée. On a 1h30. Donc, vous avez une masse de 357 kg avec cette échelle. La force... Allez Brigitte, la force de pesanteur c'est la masse fois G, donc si vous faites 357 fois 9,81,
Ici, j'utilise 9,81 parce que c'est un exercice qui est préparé avec une masse précisément pour que ça vous donne un chiffre rond si vous utilisez 9,81. Ça fait partie des choses qu'il faudrait que je change dans ce cours un jour quand j'aurai le temps. Donc si vous faites 33,57 par 9,81, ça vous donne à peu près exactement 35 newtons. Okay, 35 newtons avec une échelle à 10 newtons par centimètre. Eh bien, vous voyez que ça demande une flèche de 3,5 cm de long pour la force de pesant. Ouais, c'est normal, il y a la caméra qui s'est déconnectée et je ne sais pas pourquoi. Ah là là, alors je vais essayer de remettre ça, et puis ça, et puis ça. Le problème, c'est que j'ai voulu acheter une caméra, mais c'est impossible d'acheter une webcam sur Amazon. Il n'y en a plus, c'est fini. Toutes les webcams ont été prises. Voilà, là, vous devriez revoir l'écran normalement. Ouais, là, c'est bon. Ok, j'espère que ça ne va pas se déconnecter de nouveau, mais dans les cours de ces derniers jours, c'est arrivé quelquefois. Et ça, tant que j'aurai pas une vraie webcam, ça ne marchera pas. Ok, donc on a tracé la force de pesanteur et on met comme légende à côté son nom, donc FP, avec une petite flèche pour dire que c'est un vecteur. Ensuite, donc ça c'est fait. Après le C, on vous dit de dessiner l'opposé de la force de pesanteur. Alors l'opposé de la force de pesanteur, c'est un vecteur qui va vers le haut et qui fait aussi 3 cm et demi de longueur. Ok, bon. Après, on va choisir les directions sur lesquelles on projette. Donc les directions, on en a discuté avant. Les directions qui nous intéressent, c'est la direction du mouvement et la direction perpendiculaire au mouvement. Ok. Donc maintenant, si je décompose ma force FP dans ces deux directions, en traçant des parallèles et en formant le parallélogramme, qui dans ce cas-là est un rectangle, le rectangle est un cas particulier de parallélogramme, eh bien je trouve deux forces, une qui est ici et l'autre qui est là. Ok, ça c'est la force de soutien. Et ça, c'est la force de frottement. De nouveau, même discussion que tout à l'heure. Pourquoi c'est une force de frottement? Parce qu'on vous dit que cet objet ne bouge pas. On dit se trouve sur un plan incliné, il ne bouge pas. Et donc, il doit y avoir une force qui le retient. Et cette force qui le retient, ça ne peut être qu'une force de frottement. Et maintenant, si vous voulez noter l'équilibre des forces dans ce cas-là, eh bien, on n'a pas décomposé FP. Donc, l'équilibre des forces, c'est FP plus force de soutien plus force de frottement égale à 0. D'ailleurs, si vous regardez ces trois forces, ça ressemble un peu aux trois forces que vous aviez dans le labo sur l'addition des forces. Okay, vous aviez un système à trois forces, la somme des forces était nulle, et donc l'objet qui était... À part ça, monsieur, vous avez reçu tous les rapports? Ah, tout, j'en sais rien, j'ai pas fait le pointage encore. Mais vous inquiétez pas, je vais regarder. Vous les avez envoyés par email? Oui. Ouais, j'ai pas encore... En fait, pour tout vous dire, je crois que j'ai chopé le corona, et donc je reste un peu tranquille, je bosse un peu, un minimum ces jours pour pas me fatiguer, me stresser. Ce qui m'est arrivé, je vous le raconte, si jamais ça peut peut-être vous être utile, c'était avant-hier soir, j'étais tranquillement chez moi devant ma télé, sur mon téléphone, en train de faire des bêtises, et tout à coup je me suis mis à trembler, j'ai senti que tout mon corps tremblait, j'ai eu super froid. J'ai couru me mettre au lit, j'avais tellement froid, je me suis mis sous la couette, complètement habillé avec les chaussures. Et là j'ai... Ouais. Et là j'ai continué à trembler, je me suis mis à tousser, j'arrivais plus à arrêter de tousser, et j'avais de la peine à respirer. Et ensuite je me suis endormi, c'était pas très agréable. Ensuite je me suis endormi,
C'était vers 9-10 heures le soir. Je me suis endormi comme ça. Je me suis réveillé à 1 heure du matin. Je me suis levé. J'ai pris ma température. J'avais 38,4 sous le bras. Ce qui veut dire 38,9 température interne. Hein. Et j'ai pris du Dafalgan. Je me suis recouché. Quand je me suis réveillé le matin, le lit était complètement mouillé. J'avais beaucoup transpiré. Mais je me sentais à peu près OK. Et puis le lendemain, j'étais encore un peu patraque. Mais ça allait. Et puis maintenant ça va. Donc Vous avez fait un test? non, j'ai pas fait le test. J'ai appelé mon médecin qui est. Pas faire le test, genre c'est seulement pour des cas genre vraiment graves. Ouais. Il faut Mais par contre, il faut rester chez il y a de plus en soi. plus de gens qui ont des cas, enfin, qui ont des symptômes bizarres. Genre il y a un gars, il a témoigné, genre il s'était évanoui, je sais plus quoi, quelque chose comme Ah ouais? ça. Oui. Ouais, on découvre plein de nouveaux symptômes. Un nouveau symptôme, c'est par exemple la perte du goût et l'odorat après une infection. Ouais, ça c'est vrai. C'est- Ah ouais, c'est- c'est plus en bas, et ouais, C'est arrivé à quelqu'un que je connaisse qui est jeune, qui a 25 ans à peu près. Et ça, c'est assez typique chez les jeunes. Alors voilà, donc je me stresse pas trop. J'ai pas envie de me fatiguer et d'avoir des défenses immunitaires plus faibles. Parce qu'il y a toujours le risque que ça descende sur les poumons, quoi. J'ai pas trop envie. Voilà, mais j'ai pas encore d'avis médical sur la question. C'est ça qui est pénible. Et même si j'allais me faire tester, je sais pas si on me testerait parce que j'ai pas l'air malade comme ça. Ok. Maintenant, J'ai juste une question. oui, Pour l'équilibre des forces, oui. si par exemple on fait l'exercice et ça donne pas 0, est-ce que c'est grave jusqu'à genre une marge d'erreur ou pas? Alors, Ouais, quand, marge d'erreur. quand on fait un exercice de manière théorique, ça joue toujours. Ok. Ça, c'est l'équilibre des forces qui est théorique. Et ça, c'est ce qu'on doit avoir en appliquant les principes fondamentaux de la physique, notamment les lois de Newton, qu'on verra un peu plus tard. Maintenant, si tu veux vérifier cet équilibre des forces dans une expérience, là, tu auras une marge d'erreur. Mais en théorie, on ne fait jamais de marge d'erreur. Ça te va comme réponse? Oui. Ok, alors maintenant... Juste, monsieur, Oui. j'ai une autre question. Est-ce qu'à la fin du cours, on pourrait vous poser des questions sur le rapport ou... Bien sûr. Il faut juste qu'on termine à l'heure parce que j'ai une autre classe à 9h55. Mais oui, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Et sinon, si on n'a pas le temps, bah, vous m'appelez à un autre moment, on fixera un moment. Alors, Si vous avez pris ça en cours, pardon? est-ce que ça c'est en vidéo ou pas? Ça s'est enregistré, je suis en train d'enregistrer là. Ok, exercice suivant, vous avez 4 situations qui correspondent chacune à un dessin, c'est pas forcément évident. Ça c'est la situation A, ça c'est la situation B, ça c'est la situation C et ça c'est la situation D. Ok, et puis les petits points, je suis désolé, c'est le feutre qui a traversé. Voilà. Alors, situation A, 2 forces agissent sur une balle immobile, dessinez une 3e force sur cette balle pour qu'elle reste immobile. Quelle est l'intensité de cette force? Vous avez 2 forces. Comment est-ce que vous faites pour faire en sorte que la somme des forces soit nulle? Comment vous faites? On pourrait essayer de faire la résultante des Ben forces. voilà, vous faites la résultante de ces 2 forces en traçant votre parallélogramme. Et puis quand vous aurez trouvé la résultante de ces 2 forces, eh bien, vous pourrez construire une force qui s'oppose à cette résistance, à cette résultante, et qui fait que la somme des forces est nulle. Ok. Donc là, je trace la résultante des forces. Elle est ici. Ah là là, c'est feutre. Elle est là. Ok. Et donc, si je veux que mon système soit à l'équilibre, je dois introduire une nouvelle force qui va faire la même intensité, mais qui sera de sens opposé. Et cette force, c'est simplement l'opposé de la force résultante. Donc là, c'est pas un problème de pesanteur.
parce que s'il y avait une force de pesanteur, elle serait dirigée vers le bas. Je vous l'ai toujours dit, les forces de pesanteur, elles agissent vers le bas. Je ne vous les mettrai jamais qui agissent de traviole. Et puis, ça c'est typiquement une situation où on regarde depuis dessus un objet et que cet objet est tiré par deux forces vers la gauche et puis donc nous, on tire avec une force vers la droite. D'accord ? Ok. L'exercice B. On vous demande à la question A quelle est l'intensité de cette force. Je ne sais pas pourquoi cette question est là. Mais ici, on n'a aucune façon de déterminer l'intensité de cette force parce qu'on n'a aucune échelle. Donc si on voulait, il faudrait se donner une échelle, mais ce serait un peu artificiel. Ok, donc je préfère tracer la question. B. Une balle de 2,5 kg est posée sur une table, elle est immobile, dessinez toutes les forces qui agissent sur cette balle. Alors, elle a une masse de 2,5 kg, donc la force de pesanteur, ce sera environ 25 newtons en arrondissant G à 10. Ok, donc je vais choisir une échelle qui est relativement évidente, qui est de 1 cm pour 2 newtons. Et donc ça va nous donner, pour la force de pesanteur ici, une flèche qui fait 2,5 cm de long et qui est dirigée vers le bas. D'accord ? La force de pesanteur, c'est le premier truc qu'on trace. C'est la première info qu'on a. Et on vous dit de dessiner toutes les forces qui agissent sur cette balle. Alors, comment est-ce que vous raisonnez ? Vous savez que la balle est immobile, ce qui veut dire que la somme des forces est égale à 0. Donc, il vous faut une deuxième force qui compense la force de pesanteur. Et donc vous aurez besoin d'avoir une force vers le haut de la même intensité. Et cette force vers le haut, on sait ce que c'est la force de soutien. Okay, et comme on veut avoir une somme des forces qui vaut 0, cette force de soutien, elle doit être l'opposé de la force de pesanteur. Donc force de soutien égale moins Fp vectoriellement. D'accord ? Monsieur, c'est quoi le 2F que vous avez mis tout en bas en dessous de... Ça, c'est somme des forces. Quand j'utilise ce symbole, si je le dessine correctement, c'est comme ça. Ce symbole-là, c'est la lettre grecque sigma. La lettre grecque sigma majuscule. Ok ? Et cette lettre grecque, c'est le S grec en fait, et c'est le symbole qu'on utilise en mathématiques pour décrire des sommes. Ça, tu verras en maths dans quelques temps. Par exemple, si je veux écrire 0 plus 1 plus 2 plus 3, comment j'écris ça? J'écris somme pour i égale 0 à 3 de n, de i. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais la somme pour i égale 0 à 3 de ces trucs-là. Donc pour i égale 0, j'ai 0. Pour i égale 1, j'ai 1. Pour i égale 2, j'ai 2. Puis pour i égale 3, on s'arrête. Ok, c'est la méthode mathématique d'écrire des sommes. Voilà. Alors, passons au suivant, le C. Le C, vous avez une balle de 2 kg qui est posée sur un plan incliné et retenue par un fil. Donc cette fois-ci, ce n'est pas une question de force de frottement, la masse est retenue par un fil. Okay, elle est immobile, donc somme des forces égale 0. Déterminez toutes les forces qui agissent sur cette balle, indiquez l'intensité. La masse vaut 2 kg, donc la force de pesanteur vaut environ 20 newtons. Donc je vais tracer pour la force de pesanteur une flèche dirigée vers le bas d'une longueur de 2 cm. J'utilise toujours la même échelle, 1 cm pour 10 newtons. Okay, bon, maintenant, je sais que si je veux que cette balle soit immobile, je dois avoir une force dirigée vers le haut qui compense la force de pesanteur. Ok, très bien. Mais maintenant, cette force vers le haut, comment est-ce que je peux l'obtenir? Il n'y a rien, il n'y a aucun lien, aucune force qui tire cette balle vers le haut.
directement. Il y a une combinaison de forces qui tire cette balle vers le haut, et la combinaison de ces forces, eh bien, ce sont deux forces qui agissent dans deux directions différentes. Alors, une direction, évidemment, c'est la direction du fil, et l'autre direction, c'est évidemment la direction perpendiculaire au fil. La direction du fil, c'est là que va s'exprimer la tension, etc. Et dans la direction perpendiculaire, c'est là qu'on aura les forces de soutien. Ok ? Donc on va décomposer ce FP. On va décomposer ce FP. Et on trouve deux forces. On trouve deux forces. Une force qui est ici, qui pourrait être quoi? C'est quoi cette force-là, vous pensez? Hein? Allô? C'est la force de soutien. Il y a de la friture sur la ligne. Ça, c'est la force de soutien qui est exercée par le plan incliné sur la balle et qui l'empêche de s'enfoncer. Et puis, ici, cette force-là, eh bien, comme maintenant, on a un fil qui tient la balle, cette force-là, on va l'appeler la tension ou la force de tension. Écrivez ça comme vous voulez, ça m'est égal. D'accord? Et maintenant, on peut déterminer l'intensité de ces forces parce que maintenant, on a une échelle, on peut mesurer ces forces. Alors, celle-là, elle fait à peu près 11 mm. Ok, donc pour moi, ça fait 11 newtons ici. Et puis, celle-ci, elle fait... Combien elle fait? Elle fait 18 mm chez moi. Donc, ça fait 18 newtons. Ok? Je vous rappelle que la force de pesanteur était de 20 newtons. Vous voyez bien qu'en ajoutant 18 newtons et 11 newtons, ça ne vous donne pas 20. Donc, vous voyez bien que l'addition des intensités n'est pas correcte. C'est l'addition des vecteurs qui est correcte. Ok? D'accord. Question D. On a une masse de 2 kg qui est accrochée à un fil qui passe autour de la poulie. Quelle est la force indiquée par le dynamomètre? Alors, le dynamomètre, évidemment, il va vous indiquer une force qui correspond à la force de pesanteur de la masse. C'est relativement évident parce que le fil il va changer la direction de la force, mais pas son intensité. Okay? Mais si on veut traiter ça de manière vectorielle, eh bien, on sait que la force de pesanteur, elle est de 20 newtons environ parce que la masse est de 2 kg. Donc, on va tracer ici, au centre de la masse, une flèche de 2 cm vers le bas, qui sera la force de pesanteur. Et puis après, je fais quoi? Elle est compensée par quoi, cette force de pesanteur? Hein? Voilà, elle est compensée évidemment par la tension dans le fil. La tension, elle est représentée par un vecteur de la même longueur. Ok, et puis le fil transmet cette tension en modifiant sa direction. Et donc on a de nouveau une tension ici qui est transmise au fil. Et le dynamomètre, lui, réagit à cette tension par une force de même intensité. Donc le dynamomètre exerce une force que je vais appeler FR parce que c'est la terminologie qu'on utilisait pour la force d'un ressort. Et ce dynamomètre, eh bien, il exerce une force de 20 newtons lui aussi. C'est toujours 2 cm, donc c'est 20 newtons. Donc il va vous indiquer ces 20 newtons. Ok? D'accord? Ouais, ok. Ça marche. Ça marche? Ok, le suivant, il est tout bête. On vous dit un objet est soumis à plusieurs forces. Alors quand je dis un objet, c'est en fait n'importe quoi que je représente par un point ici. Ça c'est l'objet. Ok? Dans ce qu'on fait maintenant en physique, on considère que des objets ponctuels. Parce que si on considère que les objets ont un volume rempli de matière, etc.,
alors la description devient plus compliquée, il faut tenir compte des moments d'inertie, etc. Ça devient beaucoup plus compliqué. Okay? Donc on considère des points matériels et on considère que toute la masse est concentrée dans ce point de dimension infiniment petite. En fait, c'est des trous noirs, c'est moche. Et puis, on vous dit que dans ces 4 dessins, il faut trouver ceux qui sont à l'équilibre, ceux qui ne sont pas à l'équilibre, et s'ils ne sont pas à l'équilibre, il faut les équilibrer. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il y en a un qui est à l'équilibre ici ou pas? Le dernier, on ne sait pas trop. Ouais, le dernier, il pourrait bien être à l'équilibre parce que toutes les forces sont dans des directions, enfin elles sont toutes séparées du même angle de 120 degrés, puis il faut qu'on vérifie. Et puis par contre, ces trois-là, il n'y en a aucun qui est à l'équilibre parce que vous avez toujours des forces qui tirent dans une direction particulière. Okay? Donc pour ceux-là, écoutez, je vais vous laisser faire l'exercice. Je vous laisse 5 minutes, essayez de le faire. Et puis, je reviens après. Je vais vite à la cuisine. Merci pour la voix. Sinon, ça se passe bien le confinement, les gens. Si on te dit pas que non, Oui, c'est vrai, toi. ouais, à partir de ces leviers à 8h30 et que j'ai vu une notification sur mon tel en disant qu'on avait le mythe là. Le mec, moi, je me suis connectée au mauvais truc parce que sur le groupe de la classe, ils ont envoyé le truc de chimie parce qu'ils ont chimie. Genre, du coup, je me suis retrouvée sur un truc, j'étais, c'est normal qu'il y ait des meufs à la place de monsieur Louis ici. Si tu vérifies tes mails, peut-être que ça y va pas. Non, mais dans ce cas, je me suis dit, ah bah, ok, ils t'ont envoyé le lien, c'est bon, puis j'avais oublié qu'on était en une classe en fait. J'avais un peu conne, mais c'est pas grave. Les autres voulaient trop silencieux. Mais le problème, moi j'ai genre déjà fait les exercices, parce que j'avais des vidéos. Genre, moi je me suis trop stressée, je suis là, ah ouais, faut trop que je regarde, sinon genre on va faire des trucs, puis je vais rien comprendre. Non, faut qu'on se fait le cours. Bah, moi j'ai regardé les vidéos, mais j'ai pas fait les cours. Enfin, j'ai pas fait des exercices et tout. Mec, moi je joue à sérieux depuis tout à l'heure, hein. Franchement. Je suis à 36, genre 36 sur 500 kilos, mais c'est pas grave. Mais va dormir. Non, mais je suis pas. Ah, mais moi, Je vais aller manger, j'ai pas encore mangé, j'ai faim. moi c'est bon, je vais manger. J'entretiens la discussion. Génial. Allez, je suis 34e. C'est bon? Pour lequel? Pour tous? Ouais. Pour tous, non. Ah, allez, allez. On n'est pas aussi doué que ça, monsieur. Ah, mais si, vous êtes les meilleurs. Au moins. Je sais pas chez qui c'est que ça fait cette friture. Je sais pas si c'est la ligne, j'en sais rien. Bon allez, on y va. Alors, pour le premier, ben, vous avez une force qui est dans une certaine direction. Vous devez la compenser par une force de même intensité dans la direction opposée. D'accord ? Alors faites un peu attention à la consigne. On vous dit déterminer et représenter en bleu. Oh là 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 là. Le père Lucchieso. En bleu. La force supplémentaire F0. Donc donnez la bonne
légende, mettez le bon nom à cette force, appelez-la F0, comme ça, si c'est dans une épreuve, vous répondez ça, ben, je sais que ça c'est la force que vous proposez. Dans le suivant, on a deux forces, et il faut qu'on compense l'effet combiné de ces deux forces, donc on peut construire l'opposé de chacune des forces et ensuite faire la somme, ou on peut, et c'est plus simple, faire la somme de ces deux par la méthode du parallélogramme, par exemple. Tac, et puis là je trace mon autre parallèle. Tac, ok. Donc ici j'ai la force résultante des deux forces qui agissent, et donc je dois introduire en bleu, pardon, j'aurais pas dû faire le dessin en bleu, une force de même intensité et de sens opposé, et elle est là. J'ai 4 cm ici, j'ai 4 cm là, et ça c'est le F0 pour le deuxième exercice. Oui, je sais, la force F0 a l'air plus longue que cette force-là, c'est un effet d'optique connu. Okay, vous pouvez les mesurer, elles ont la même longueur. Ici, même histoire, vous avez deux forces vers le haut, donc vous construisez la résultante de ces deux forces. Hein, vous tracez votre parallélogramme ici, vous tracez là l'autre parallèle, vous trouvez comme force résultante une force qui est dirigée vers le haut d'une certaine longueur, et puis on a un petit souci de longueur de la page, ouais bon juste pas, on arrive juste là à tracer la force F0 qui s'oppose à la force résultante qui est vers le haut. Vous avez trouvé combien pour la mesure? Ah oui, j'ai pas fait. Alors pour la mesure, ah non, on vous demande pas l'intensité. Elle mesure combien la résultante? En centimètres, je peux te le dire. En newton, j'en sais rien. En centimètres, ça fait 4 cm à peu près. Ouais, 4 et quelques. Okay. Mais je peux pas te dire en newton combien ça fait parce qu'on n'a pas d'échelle. Pour dire combien de newtons ça fait, il faudrait se donner une échelle. Alors si je dis que j'ai une échelle où 1 cm vaut 10 newtons par exemple, eh bien dans ce cas-là, cette force-là qui fait 2,4 cm, ça veut dire 24 newtons. Cette force-là qui fait 4 cm, ça veut dire qu'elle vaut 40 newtons. Et cette force-là qui fait aussi à peu près 4 cm, 4,2, ce serait 42 newtons. D'accord? Mais sans échelle, on ne peut pas le dire. Dernière, bah pour la dernière, on va faire la méthode bout à bout. Ok? Et la méthode bout à bout, bah, elle vous dit que vous devez mettre cette force-là au bout de la première. Alors cette force-là, elle fait 2,4 cm. Je la reporte ici avec aussi précisément que je peux. Ok, 2,4. Voilà. Et puis après, je prends la dernière force. Et puis, elle fait 2,6. Alors, je trace ma parallèle là. Ma parallèle arrive ici, 2,6. Ok. Alors après, il y a toute la question de l'interprétation. Est-ce que c'est le père Lucchesi qui s'est un peu raté dans la longueur de ses vecteurs quand il a écrit le cours, ou est-ce que c'est un système qui n'est pas à l'équilibre? C'est plutôt une erreur de dessin de vecteurs. En fait, le système, il est pratiquement à l'équilibre, mais si vous voulez vraiment être pointilleux, vous pouvez dire que là, il y a une petite force résultante, et donc je dois compenser cette petite force résultante par un tout petit vecteur F0 ici. C'est comme vous voulez. Si vous me dites que ça c'est à l'équilibre, je l'accepte. Si vous me dites que c'est légèrement hors équilibre et qu'il faut compenser par une petite force F0, j'accepte aussi. D'accord? C'est bon, vous avez des questions sur cet exercice encore? Non, ça va. Ok. Alors, maintenant, on va faire le suivant. Je vais vous laisser un petit peu de temps, mais je ne vais pas vous laisser 3 heures parce qu'il faut quand même qu'on termine. On a encore 4 exercices. Vous avez une masse de 200 grammes et vous devez déterminer sur ce dessin les 3 forces subies par le nœud. Le nœud, c'est là.
Okay, on met toutes les forces au niveau du nœud parce que comme ça on peut les additionner facilement. Et ça ressemble tout à fait à l'expérience que vous avez fait en classe. Vous aviez 2 ficelles, c'est exactement la même chose. Vous aviez 2 ficelles, vous aviez une force de pesanteur et vous cherchez l'équilibre. Et donc avec ces conditions d'équilibre, vous allez pouvoir déterminer les 2 forces de tension et la force de pesanteur. Je vous laisse faire. Et puis dans 5 minutes, je corrige. Donc, vous commencez par la force de pesanteur et puis après vous tracez moins FP et vous faites les projections de moins FP sur les 2 cordes et vous aurez toutes les forces. Ok. Ok. C'est bon? Bon, allez, je commence. Hein. Faites attention, vous avez une masse de 200 grammes. Et les masses, vous devez les écrire en kilos parce que les équations sont faites pour marcher quand on exprime les quantités dans leurs unités officielles du système international. Donc la masse, vous devez la mettre en kilos. Donc faites tout de suite la mise en place, sortez de votre exercice les données qu'il vous faut, mais sortez-les dans le format dont vous avez besoin. Ok? Et donc la force de pesanteur, qui est M fois G, avec un G approximé à 10, ça nous donnera environ 2 newtons, et on a une échelle de 1 cm pour 1 newton, donc ça va nous faire une force de 2 cm. Okay? Cette force, je vais la tracer ici, au niveau du nœud. Alors évidemment, si je voulais être pénible, je ferais les choses différemment. C'est-à-dire que là, j'ai le pendentif. Ici, j'ai la force de pesanteur qui s'exerce sur le pendentif. Si je veux faire les choses très proprement, je devrais ici noter la tension qui s'oppose à la force de pesanteur qui soutient le pendentif. Et puis cette tension, elle se transmet au niveau du nœud. Et puis après, au-dessus du nœud, j'ai moins la tension. Mais ça revient au même. Et donc le vecteur force de pesanteur, au lieu de le tracer depuis le milieu du pendentif, vous allez le tracer depuis le nœud, parce que c'est au niveau du nœud qu'on va faire les sommes vectorielles, etc. Donc ça, vous avez le droit de le faire, de déplacer le vecteur force de pesanteur au niveau du nœud. Maintenant, vous voulez que cette force de pesanteur soit compensée, vous voulez que le pendentif soit immobile, et donc vous devez avoir vers le haut des forces qui, sommées, vous donnent moins FP. Hein? Il faut qu'une Ouais. Il y a Sarah qui demande si elle peut venir ou si ça sert à quelque chose, si elle vient ou pas. Comment? Sarah, parce qu'elle n'est pas encore dans le... Sarah Sbindam Ouais. Et c'est elle qui doit savoir si ça sert à quelque chose ou pas. En principe, elle devrait être là. Maintenant, oui, en principe, elle devrait être là. Après, très honnêtement, moi, je suis devant mon écran. J'ai pas le contrôle de qui est resté connecté, qui n'est pas resté connecté. Je peux pas voir tout ça en même temps. Enfin, oui, je peux aller vérifier, mais donc elle fait comme elle veut, mais elle est bienvenue dans ce cours. Hein? Donc là, j'ai tracé mon parallélogramme dans les 2 directions des chaînettes, parce que c'est ces directions-là qui m'intéressent, parce que je cherche à estimer la tension dans ces chaînettes. Okay?
Donc je décompose ma force moins Fp dans les directions des deux chaînettes. Et j'obtiens deux forces que je vais appeler T1 et T2 parce que ce sont des forces de tension. Okay. Et là maintenant vous avez un équilibre des forces. T1 plus T2 plus Fp est égal à 0. Ok. Et puis maintenant on peut déterminer ce que valent T1 et T2. On les mesure, elles font chacune 2 cm. Donc ça veut dire que T1 vaut 20 newtons et que T2 vaut elle aussi 20 newtons. Je ne l'ai pas mesuré, mais en principe elle fait la même longueur. Oui, elle fait la même longueur. D'accord? Et là, vous voyez bien, une fois de plus, que si vous additionnez les intensités, ça ne marche pas. Parce qu'en bas, on a 20 newtons de force de pesanteur, et là, on a 20 newtons et 20 newtons. Donc 20 plus 20, ça fait 40. Vous ne pouvez pas additionner les intensités, ça ne marche pas. C'est pas 2 newtons? Pardon? Oui, 2, pardon, 2, pas 20, 2. Ah oui, excusez-moi. J'en étais resté à l'exercice d'avant, c'est 2 newtons. Pardon. Ok. Et puis l'équilibre des forces, comment est-ce que vous pouvez l'exprimer? Eh bien, c'est Fp plus T1 plus T2 égale 0. Ou pour faire plaisir à celle qui m'a posé la question tout à l'heure sur la notation, ça, je peux aussi l'écrire Fp plus somme de I égale 1 à 2 dTi. D'accord? C'est une manière de noter les sommes. Ok? C'est bon? Muy bien. Alors on va passer à l'exercice suivant. C'est de nouveau une histoire de plan incliné. C'est un peu la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Je vous laisse faire. On le fait ensemble. C'est comme vous voulez. Je sais pas, moi. On le fait ensemble. Mais c'est la même chose qu'avant, non? Ah, ça ressemble. Hein? Simplement que là, il faut définir l'échelle. Mais bon. Bah, allez, faisons-le. Vous avez une masse de 3 kg. Donc, vous calculez votre force de pesanteur. C'est toujours le premier truc que vous faites. Vous calculez la force de pesanteur dans ce genre d'exercice. M fois G, ça nous fait environ 30 newtons avec G à 10. Donc, l'échelle qu'on va choisir, eh bien, on va prendre que 1 cm correspond à combien? Hein? 10 newtons. Ok, c'est relativement évident. Donc maintenant, je vais mettre un point au centre de ma masse. Je vais tracer depuis ce point un vecteur de 3 cm de long. 3 cm. Ça, c'est la force de pesanteur. Muy bien. Cette force de pesanteur, elle est nécessairement compensée puisque l'objet est immobile par une force qui est dirigée vers le haut et qui a la même intensité, c'est donc moins Fp. Et puis ce moins Fp, je le décompose sur les deux directions qui m'intéressent, qui sont la direction du plan incliné et la direction perpendiculaire au plan incliné. Si vous entendez du bruit, c'est mon lave-linge qui sort, faut pas vous inquiéter. Voilà, donc ici, je trace le parallélogramme en prenant les parallèles aux directions qui m'intéressent, et je trouve là deux forces. Et je trouve là deux forces. Cette force-là qui est quoi? Qui est bien sûr la force de soutien. Et puis cette force-là qui est nécessairement une force de frottement, parce qu'on vous dit que le système est immobile et il se trouve sur un plan incliné. Donc s'il est immobile, ça veut dire qu'il y a un frottement qui l'empêche de glisser. Okay. Donc Fs,
c'est la force de soutien. Et puis elle a une intensité qu'on va regarder dans un instant. Et FF, c'est la force de frottement. Et son intensité, on va la regarder. Alors regardons les intensités. Pour la force de soutien, on a, moi j'ai 22 cm et demi, donc ça fait 25 newtons. Et pour la force de frottement, moi j'ai 1 cm 7, ça fait donc 17 newtons. Okay. Et puis la force de pesanteur c'était 30. Vous voyez de nouveau que 25 plus 17 ça fait pas 30. Donc vous ne pouvez pas écrire une égalité entre intensité, mais uniquement entre vecteurs. Et si maintenant je veux écrire l'équilibre des forces, eh bien j'écris simplement FP plus FS plus FF, tout ça égale 0. Ok, j'ai pas décomposé FP, donc je laisse FP ici. Si j'avais décomposé FP, le FP il nous aurait donné la force perpendiculaire plus la force parallèle. Ok, donc j'aurais remplacé le FP par force perpendiculaire et force parallèle, et en ajoutant FS et FF, j'aurais eu cette somme à 0. Mais disons que là, j'ai pas fait la décomposition, donc en principe, il n'y a pas besoin d'écrire ça, c'est ça qu'il faut écrire pour l'équilibre des forces. D'accord? Ich gut. Muy bien. Alors on a encore 2 exercices palpitants à faire. On a celui-ci. On va laisser tomber cette partie-là parce que les couples action-réaction, j'ai sauté dans le cours. Et vous avez cette situation d'une boule qui est suspendue par une corde à un mur. Okay. Et puis on vous dit que on vous donne la masse de la boule, et puis on vous demande de dessiner le vecteur force de pesanteur et ensuite de dessiner tous les vecteurs de force qui agissent sur la boule. Bon. Alors il y aura évidemment une force exercée par la corde et il y aura une autre force exercée par le mur. Je vous laisse essayer de décomposer ces forces. C'est pas tout à fait évident la première fois qu'on le fait. Je vous laisse essayer et puis on fait ça dans 2 minutes. Ça va toujours tout le monde là? Vous pouvez ouvrir vos micros pour me dire si ça va? Ouais, ça va. Ça va? Bon, ok. C'est bon? Non. Non? Bon, allez, je commence quand même.
Donc vous avez une masse de 7,5 kg, ça veut dire qu'en approximant G à 10, vous aurez une force de pesanteur de 75 newtons. Okay. Après, on vous dit que la longueur représentant la force de pesanteur doit être d'au minimum 3 cm, mais évidemment, si je prenais 1 cm pour 10 newtons, ça me ferait 7 cm 5, mais 7 cm 5, ça va faire un peu grand sur ce dessin-là. Okay. Donc, l'échelle que moi je préfère ici, c'est 1 cm pour 20 newtons. Alors, au lieu de donner une flèche de 7 cm 5, ça va donner une flèche de 3 cm 75. 7,5 divisé par 2, ça fait 3,75. D'accord? Et puis là, on est bien dans la recommandation d'avoir une flèche de plus de 3 cm. Ok? Donc je vais tracer cette flèche de 3,75 depuis le centre de la boule vers le bas. Et cette flèche-là, c'est bien sûr la force de pesanteur de la boule. Cette force de pesanteur de la boule, vu que la boule est immobile, elle est manifestement compensée par une force dirigée vers le haut de même intensité. Donc je trace vers le haut un vecteur de 3,75 cm que j'appelle mon FP. Et puis après, quelles sont les directions qui m'intéressent dans ce problème? Il y a évidemment la direction de la ficelle, parce que c'est dans cette direction que je vais pouvoir déterminer la tension qui règne dans la ficelle. Okay. Et quelle est l'autre direction qui nous intéresse, vous pensez? La ficelle, c'est relativement évident, mais l'autre direction, c'est quoi? Perpendiculaire au mur tu voulais dire. Oui. Tu voulais dire perpendiculaire à la ficelle? Oui. Alors, si tu es perpendiculaire à la ficelle, c'est-à-dire comme ça, il va se passer quoi physiquement dans cette direction-là? Rien de spécial. Ok? Tu vois que le point de contact entre la boule et le mur, il est là. Et c'est à ce point de contact que le mur va exercer une force de soutien sur la boule. Okay? Donc la direction de cette force, elle sera horizontale. Et c'est pour ça que j'ai pris comme direction qui nous intéresse la direction de la ficelle et la direction horizontale. Ok? D'accord? Et maintenant, je fais la décomposition. Donc je trace mon parallélogramme dans ces deux directions. Ok, tac. Je trace mon parallélogramme. Et puis, je trouve maintenant deux forces. Alors, je vais les mettre en... je ne sais pas en quelle couleur, en brun. Allez. Tac. Donc, j'ai une force qui est ici. Qui sera, bien entendu, la force de tension. Et j'ai une autre force qui est horizontale. Okay. Cette force qui est horizontale, c'est quoi? Hein? C'est quoi comme type de force? La boule, elle repose contre le mur. Okay. Voilà, ça c'est une force de soutien exercée par le mur. Et puis cette force-là, c'est une force de tension exercée par la ficelle. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la ficelle, elle soutient l'essentiel de la masse de la boule, et puis que cette force de soutien là, elle sert simplement à la garder inclinée. Hein, cette boule, s'il n'y avait pas le mur, elle serait, le fil serait vertical, la boule serait en position verticale. Comme il y a le mur il la pousse de côté, et la combinaison de cette poussée du mur et de la force de tension, ça compense la force de pesanteur. Donc vous avez toujours un équilibre entre les forces. Alors, ce genre de problème, ça peut vous sembler bête, mais quand vous construisez un pont et puis que vous êtes ingénieur, vous faites ce genre de choses, vous calculez qu'effectivement, au niveau du pont, les forces se compensent de manière que votre pont soit stable, etc.
tous ces problèmes de statique des forces sont extrêmement importants en ingénierie et en génie civil. Hein? Par exemple, si vous prenez un pont suspendu, hein, ça c'est l'exemple standard, vous avez un pont suspendu. Alors, un pont suspendu, ça veut dire que le pont est suspendu, on est d'accord. Et il est suspendu comment? Généralement, il est suspendu par des grands piliers, okay, qui sont dans le sol, et ces grands piliers, ils sont munis de câbles, puis il y a des câbles qui font comme ça. Okay. Il y a des câbles qui font comme ça. Et puis, depuis ces grands câbles qui passent là, il y a des petits câbles qui sont verticaux et qui vont soutenir le pont lui-même, qui vont soutenir la route et le poids de la route. Okay. Et quand vous construisez un pont comme ça, eh bien, la forme même du pont, elle est déterminée par l'équilibre des forces. Okay. Parce que, par exemple, en ce point-là, ah mince, oui, je sais, j'ai vu, je vois quand ça s'arrête. Je ne sais pas pourquoi ça s'arrête. C'est pas possible. Voilà. Je ne sais pas dans combien de temps ça va, parce que j'ai rien changé en fait. Dans combien de temps ça va répéter. Si vous vous mettez à cet endroit-là, qu'est-ce que vous avez à cet endroit-là du câble? Ben, vous avez un équilibre des forces. Vous avez un équilibre des forces entre la force de pesanteur, qui est en fait la force de pesanteur de ce morceau de pont qui est là, et puis vous avez vos deux forces de tension dans le câble. Mais ces deux forces de tension, elles forment un léger angle entre elles. Ça fait que vous avez une addition de force qui donne une force vers le haut. Là, j'ai fait ma force vers le bas trop grande. Je vais le refaire ici. Ok. Supposons qu'on a le câble qui change légèrement d'inclinaison. Ça, c'est le gros câble qui est en haut. Et puis ça, c'est le câble vertical. Ok. Alors, supposons que dans mon câble ici qui retient la structure du pont, j'ai des tensions qui ont cette allure-là. Ok, la tension, elle est à peu près la même dans les deux directions, avec des angles légèrement différents, parce que le câble, il est incurvé. Eh bien, vous faites la somme de ces deux forces, ça vous donne une force vers le haut, ok, et cette force vers le haut, elle compense la tension dans ce câble-là, qui supporte une partie du pont. Ok. Donc là, c'est vraiment super important, ce genre de choses. Okay. Et tous les ponts sont calculés comme ça. Et c'est pour ça que quand vous faites du génie civil, bah vous avez l'architecte qui est le gars qui fait les plans, et puis derrière, vous avez l'ingénieur qui est le gars qui fait les calculs et qui regarde au niveau de la résistance du béton, du dimensionnement des cadres, des câbles, si ça joue, si le pont tient. Et puis des fois, ça ne tient pas, il y a des ponts qui tombent. Quand les calculs ont été mal faits. Ça, c'est un problème, ça. Ben ouais, ben, y a eu un pont en Chine il y a quelques années là, qui est tombé d'un coup, un pont qui venait de construire, bam, il est tombé. Bon. Il n'y avait pas de gens dessus, j'espère. Je sais pas. Je sais pas s'ils ont fait comme en Italie ou pas. Bon, allez, dernier exercice. Un chaudron est retenu immobile au-dessus d'un feu par une chaîne qui est reliée à deux cordes qui chacune forment un angle de 55 degrés avec la verticale. On va supposer que les angles sont corrects, il y a peut-être une différence d'un ou deux degrés, c'est égal. La tension dans chacune des deux cordes est de 320 newtons. On vous donne la tension dans les deux cordes, ça revient un peu à l'exercice du pont que je viens de vous illustrer. Ok. Et on vous demande maintenant de construire l'équilibre des forces pour ce chaudron. Ok. Alors, on va faire point par point les questions. La question A, quelle est la force résultante agissante sur le point A? Qu'est-ce que vous en pensez? Le point A, il est là. Qu'est-ce que vous pensez de la force résultante au point A? Ah? Elle doit être égale à celle exercée au chaudron par force de pesanteur. La force résultante. La force résultante, c'est la somme de toutes les forces qui agissent sur ce point-là. Hein? Elle doit valoir quoi, la force résultante? 0. Ben oui, 0. Hein?
parce que le système est à l'équilibre. Donc la force résultante, théoriquement, elle vaut 0. C'est le vecteur de longueur 0. C'est une force qui n'a pas de direction et pas d'intensité. Ah mince! Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Est-ce que c'est parce que j'ai eu des affichages du calendrier? Ah là là! Je dois aller en Wi-Fi, après je dois revenir sur USB. Ouais, je pense que c'est quand je reçois une notification, je sais pas. Donc la force résultante doit être... Pardon? Mettez si on va d'avion. Enfin, je sais pas, Puis comment je fais en vidéoconférence sur le mode avion? Si vous avez le Wi-Fi, ça marche aussi, non? Ouais. Enfin, vous pouvez juste désactiver vos notifications et après les remettre après. Voilà, j'avais désactivé toutes mes notifications, mais j'en avais plus. Donc hier soir, j'en ai remis 2, 3, et puis maintenant, voilà. C'est la vie numérique. Alors, au point A, la force résultante doit être nulle. Parce que on vous dit que le chaudron, il est immobile. On ne vous dit pas qu'il tombe, le chaudron. Il est immobile. Donc la somme des forces est égale à 0. Ok? B, dessiner toutes les forces agissant sur le point A. Toutes les forces. Alors, si on doit dessiner toutes les forces, il faut commencer par dessiner les forces qu'on connaît. Et on ne connaît pas la masse du chaudron, on ne connaît pas sa force de pesanteur. Donc ce coup-ci, on ne peut pas commencer par la force de pesanteur. Par contre, on connaît la tension dans chacune des deux cordes. C'est 320 newtons. D'accord? Alors on va représenter ces forces dans la direction des cordes, mais il faut qu'on se dote d'une échelle. Alors dites-moi, quelle échelle vous voulez pour représenter des forces de 320 newtons? C'est relativement évident. 1 cm égale à 100 newtons. Exactement, 1 cm c'est 100 newtons. Par Ça contre, fait... Oui. dans la vidéo, la dernière fois, vous avez dit que les angles, ils n'étaient pas... Genre, il fallait 45 degrés. Dans le premier cours, je ne sais pas ce que j'ai fichu. J'ai mesuré ces angles. 55. J'ai mesuré ces angles. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû prendre par erreur la ligne qui est là sur mon équerre au lieu de celle-là. Parce que les angles, ils sont juste là. Je ne sais pas ce que j'ai fichu dans le premier cours. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon écran s'est éteint? Ah bon, voilà. Ok, donc je ne sais pas. Dans le premier cours, j'ai fait une bêtise, effectivement. Et puis là, comme c'est en direct, et puis après le monde entier peut voir, ben on s'expose un petit peu, mais bon. Bah oui, le monde entier, les vidéos sont publiques. Donc, on veut une flèche de 3,2 cm pour représenter la force de tension dans chacune de ces cordes. Alors 3,2, chez moi, ça fait ça à peu près. Et ici, idem, 3,2, ça arrive là. Ok, ces forces, si vous voulez leur donner des noms, vous pouvez les appeler T1 et T2. Comment est-ce que vous faites maintenant pour déterminer la masse du chaudron? Eh bien, vous savez que la force de pesanteur du chaudron doit être compensée par la somme vectorielle de ces deux forces de tension. Donc, je vais construire la somme vectorielle des deux forces de tension. Ça y est, Brigitte s'est de nouveau déconnectée. Je ne sais pas pourquoi c'était. On va espérer que ça tienne encore 5 minutes. Donc je trace le parallélogramme et j'obtiens une force vers le haut. Et cette force vers le haut, c'est qui? Hein? C'est qui cette force vers le haut? Moins FP. Moins FP, exactement. La force vers le haut, c'est la force qui s'oppose et qui compense la force de pesanteur du chaudron. Donc, la force de pesanteur du chaudron, ce sera une flèche qui est vers le bas et qui fait la même longueur que le vecteur moins FP vers le haut. Alors moi, ça me donne
39 mm de long. Vous, ça devrait être à peu près la même chose. Mais je ne suis pas du genre à vous compter l'exercice faux si vous avez 1 millimètre de différence. Moi, ce que je check, c'est que vous ayez compris la chose. Ok. Cette force de pesanteur, elle fait, on a dit, 39 mm. Ça veut dire que son intensité, c'est de 390, excusez-moi, de 390 newtons. Ok, donc on a déterminé que la force de pesanteur du chaudron, c'était 390 newtons. Ok, ça marche? Oui. Muy bien. Alors maintenant qu'on a déterminé la force de pesanteur, comment est-ce qu'on fait pour déterminer la masse du chaudron? Eh bien, vous savez que la force de pesanteur, c'est la masse fois G. Donc si vous massez un tout petit peu cette équation, vous trouvez rapidement qu'elle vous dit que la masse, c'est la force de pesanteur sur G. Ok. Et ma force de pesanteur, elle est de 390 newtons. Le G, je l'ai approximé à 10 dans cet exercice graphique. Et donc, ça me donne 39 kg, qui est la masse du chaudron. Et pour un chaudron en fonte, 39 kg, ça me va assez bien comme masse. D'accord? Oui. Alors, pour en rajouter une petite couche en matière de conclusion, je vous avais déjà parlé des arcs-boutants dans les églises. Hein? Vous savez ce que c'est, les arcs-boutants? C'est pour illustrer, l'importance qu'a l'équilibre des forces dans l'architecture. Et notamment dans les temps anciens, quand on n'avait pas moyen, quand on ne savait pas encore faire du béton armé, parce que du béton armé, on fait ce qu'on veut. Okay, c'est très solide, le béton armé, c'est très rigide. Mais à l'époque où on construisait les cathédrales en empilant des blocs de pierre, il fallait avoir vraiment un équilibre des forces dans le bâtiment. Et donc une cathédrale, si vous la prenez en coupe, hein, je vais prendre une cathédrale, genre Notre-Dame de Paris, okay, ou n'importe quelle cathédrale, même Saint-Pierre à Genève. En général, une cathédrale, c'est constitué d'un corps principal. Là, je me situe au niveau de l'entrée de la cathédrale. Je suis devant la cathédrale. Okay, un corps principal avec un toit. Là, vous avez la nef. Et puis, au fond, vous avez le curé, là. D'accord? Et ces cathédrales, si vous regardez leur construction, eh bien, vous avez ici des espèces d'arcs qui continuent comme ça, qui continuent et qui descendent. Et puis là, il y a une partie de mur. Enfin, il y a des arcs comme ça. Okay? Et ces arcs, c'est ce qu'on appelle des arcs boutants. Alors, je ne sais pas s'il y a un S à boutant à arc ou pas. Des arcs-boutants. C'est de là que vient l'expression être arc-bouté. Être arc-bouté, c'est soutenir quelque chose en ayant le dos arrondi. Hein. Là, ces arcs, ils sont un peu arrondis. Et à quoi ils servent, ces arcs? Eh bien, ils servent à équilibrer les forces. Parce que là, vous avez quoi comme force? Okay, vous avez une force qui agit comme ça. Parce que le toit, la voûte qui est là, elle a tendance à s'écarter. Parce qu'une voûte, c'est construit avec des cailloux qui sont posés comme ça. J'exagère un peu, okay, mais ils sont posés comme ça. Et donc, il y a une force vers le bas qui fait que les cailloux, ils vont essayer de s'écarter. Et les arcs-boutants, ils sont là pour compenser cette force qui tend à écarter les murs de la cathédrale. Sans les arcs-boutants, les cathédrales ne tiendraient pas debout. Alors quand vous regardez une cathédrale, on va regarder une cathédrale ensemble, allez. Tac. Alors, tac. Vous voyez toujours mon écran? Oui, oui. Alors on va prendre Notre-Dame de Paris sur laquelle on voit très très bien les arcs-boutants. Ok. On va essayer de prendre une photo où on le voit bien. Voilà. Voilà. Tac. Vous les voyez là, les arcs-boutants? Vous voyez ces structures-là? Ok. Ça, c'est des structures qui peut-être vous semblent jolies. C'est vrai que ça participe à la beauté de l'édifice. En plus, elles sont très fines, très élancées. Mais la raison profonde de ces structures-là, c'est l'équilibre des forces. C'est pas
une raison esthétique. Ok? Ok. Voilà. Vous avez des questions encore? Non, c'est bon. C'est bon? Moi, j'ai compris. Voilà. Alors, le cours, il est enregistré, je vais le mettre en ligne. Vous voulez que je vous envoie le lien ou vous savez comment aller sur ma chaîne YouTube maintenant? Vous pouvez envoyer les liens. Ok, je vous envoie le lien, je le fais tout de suite. Ok. Et puis, la prochaine fois, on va s'intéresser, ce sera plus théorique, on va s'intéresser aux lois de Newton, qui sont les lois fondamentales de la dynamique, mais aussi de la statique. Et donc, on va s'intéresser à ça. J'ai pas d'exercice à vous donner pour la semaine prochaine. On a fini les exercices. Alors, relisez le cours simplement et soyez au courant la semaine prochaine quand on recommence. Ok? Vous aviez encore des questions sur les labos, certains d'entre vous? Moi, je propose de prendre congé de ceux qui n'ont pas de questions. Et puis, s'il y en a qui veulent rester poser des questions, vous restez. Ok? Je vous écoute. Et au revoir à ceux qui nous quittent. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, qui a des questions? Le rapport en tout, il doit faire combien de pages approximativement si on s'y met sérieusement? Oh, entre 25 et 30. Quoi? Ah, ok. Ah, c'est un problème. C'est un problème. C'est bon, là, j'en ai une page. Non, écoutez, j'ai pas envie de lire 25 pages. Je veux dire, un rapport comme ça, ouais, ça 3-4 pages, 5 pages. Ok. Ah, Le but, c'est pas de consommer du papier inutilement. Hein. Donc, pardon? Vous allez pas les imprimer de toute façon. Non, je vais pas les ouais, pour corriger, je pense que je vais quand même les imprimer pour vous les rendre. Ou alors vous voulez que je corrige sur le document? Bah, au pire, vous imprimez juste une feuille avec les critères de correction, puis vous mettez la note, comme ça s'appelle une feuille au lieu des 5 ou 6 Ouais. pour chaque rapport. Ouais, je verrai. Je verrai aussi sous quelle forme je les reçois. Parce que je peux aussi les ouvrir dans OpenBoard et puis corriger dessus. Simplement, j'aime pas beaucoup écrire sur OpenBoard, mais bon. Je verrai, ok, vous faites pas de soucis. Mais je pense que ça doit faire, je veux dire, s'il y en a plus de 6 pages, c'est que vous avez un peu raconté des salades quand même. Quand on écrit un texte scientifique, chaque mot a une utilité. Si le mot ne sert à rien, vous ne le mettez pas. Par exemple, vous n'allez pas écrire dans cette... je sais pas, voyons maintenant ce que nous avons fait pendant le labo. Non, il faut pas, c'est pas de la poésie. Ok, il faut vraiment être très brut et puis voilà, concis exactement, très concis. Ah, bah, c'est peut-être pour ça qu'on a 10 pages alors. Mais non, mais Ouais, écoutez, on a 10 pages. Ouais, mais si tu comptes les graphiques, Ouais, mais je pense que c'est surtout les images qui prennent de la place. Ouais. Ouais, c'est ça. écoutez, c'est le premier labo qu'on fait dans le cours de physique et je crois vous avoir dit que j'allais le corriger en 2 fois. C'est-à-dire que moi, ce que je fais dans les labos, c'est si je reçois un truc qui est pas acceptable, qui n'arrive pas à la moyenne, je dis à l'élève, tu refais. Ok? Ça m'intéresse pas de mettre un 2 à un labo. Ce que je veux, c'est que le gars arrive à produire un labo qui ressemble à quelque chose. Donc, si c'est pas comme je veux, je vous demanderai de refaire certaines choses. Mais je vais pas vous assassiner avec les notes. D'autant plus que cette note de labo, ça risque d'être la seule note du semestre. Ou alors, il faudra que je vous donne une autre note de labo, mais un labo, je sais pas, un labo théorique à faire. Je ne sais pas encore comment on fera pour la fin de l'année. Parce qu'on ne sait pas encore combien ça va durer ce confinement. Mais en France, ils ont dit que ce serait encore pendant 6 semaines. Hier soir, ils l'ont dit. 6 semaines. Donc ça fait fin avril. Oui, mais je vois. Ah ouais, ça... J'en ai déjà marre, je sais pas comment est-ce qu'on va faire. ouais, bah il faut s'habituer. Il faut trouver... Vous devez garder les films.
Il faut trouver d'autres manières de structurer son temps, mais c'est vrai qu'il faut se donner des rendez-vous avec soi-même, il faut avoir des choses à faire à heure fixe pour que ça structure le temps, parce que sinon, c'est angoissant. Donc le fait que vous ayez des cours, c'est pas plus mal pour vous. Ouais, c'est cool, ça donne un sentiment de faire quelque C'était la routine. Voilà. Alors après, le souci qui est exprimé par la plupart des enseignants, c'est que ça augmente les différences entre les élèves qui viennent de milieux favorisés et ceux qui sont de milieux défavorisés. Parce que dans les milieux défavorisés, il n'y a pas forcément un ordinateur à la maison, ou s'il y a un ordinateur, il est partagé par papa, maman, le petit frère, la grande sœur, etc. Et ces élèves-là, ils ont de la peine à suivre des cours en ligne. C'est pour ça que j'enregistre les vidéos aussi. Ouais, c'est bien, comme ça on peut la regarder un peu quand on en a besoin. Voilà. Voilà. C'est vrai, pas être rendez-vous. Voilà. Mais si vous avez, s'il y en a un parmi vous ou une qui a des problèmes pour se connecter parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accès à l'ordi, etc., contactez-moi puis on essaye de trouver une solution. Je ne sais pas quoi comme solution, mais on peut voir, on peut éventuellement, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à vous prêter un ordi, je ne sais pas. En tout cas, l'école prête aux profs des tablettes tactiles, celles qui sont dans les classes, aux profs. Est-ce qu'ils en prêtent aux élèves? J'en sais rien. Je ne me suis jamais posé la question encore, mais on peut demander. D'accord? Donc si vous avez des problèmes ou si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes, dites-lui de m'appeler. On est là aussi pour résoudre ça. Ok. C'est bon? J'ai une autre question. Ouais. Bah, vas-y, toi. Ok, c'est dans la méthode expérimentale, quand on était en cours, vous nous avez dit qu'on devait aussi écrire sur la méthode de mesure. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous devez décrire ce que vous avez fait. Ok? Méthode de mesure. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, j'ai attaché 2 dynamomètres à des supports, j'ai fixé des ficelles à ces dynamomètres, j'ai fait un nœud de manière à relier ces ficelles et j'ai suspendu au nœud une masse de 110 grammes, par exemple. Ensuite, j'ai mesuré la force qui s'affichait sur chaque dynamomètre et j'ai pesé la masse de manière à pouvoir calculer la force de pesanteur. Ce genre de choses, ok? Très basique. Moi, la masse de pesanteur, j'ai mis que genre, j'ai mis tout au début, ouais, on l'a calculé, ça fait, alors, en l'occurrence, c'était 1,1 newton, et j'ai dit que c'était pareil pour tous les schémas, il n'y avait pas besoin de la recalculer du coup. Voilà, il faut simplement expliquer en termes clairs ce que vous avez fait, par des phrases courtes et simples. Ok? Juste expliquer ce que vous avez fait. Ok? D'accord. Autre question? Et pour le montage expérimental, Ouais. moi je vais expliquer comment on a monté notre truc et après genre Vous pouvez mettre un schéma. Il fallait faire ça. Ouais, fallait mettre un schéma, non? Bah oui, en général on met un schéma du matériel. Ouais. Et est-ce qu'on peut juste reprendre celui qu'on avait déjà dans le dossier? Si vous voulez faire une photo et puis le reproduire ou le reproduire comme ça. Oui, vous pouvez reprendre le même. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok? Monsieur, est-ce qu'on doit vous rendre le dossier? On a fait les mesures, tout ça. Non, parce que dans la situation actuelle, ça complique, vu qu'il faut qu'on les envoie, qu'on les scanne, etc. Donc non, il D'accord. n'y a pas besoin. On est jusqu'à quand pour envoyer le rapport? On peut vous envoyer aujourd'hui, demain? La semaine prochaine. Ok, d'accord. Je suis pas à la bourre. Simplement, n'en profitez pas pour me le rendre dans 6 semaines, quoi, c'est tout. Mais semaine prochaine, ça va. Ok, d'accord. D'accord? Ok. Ça marche. Ok. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Merci. vous Et aussi. puis, soyez sages et prenez soin de vous. Au revoir. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, si ma souris voulait marcher, voilà. Tac. Tac. Tac.
Et puis, cette fois-ci, je ne vais pas oublier d'arrêter l'enregistrement.